Bonsoir tout le monde. Merci d'être encore là pour le film du vendredi soir à 18h et la table ronde qui arrive avec. Donc je me présente, je m'appelle Maria Lozin, je suis sociologue et aujourd'hui j'aurai principalement le rôle, outre de faire passer la parole, mais de rapporter les propos du réalisateur Antonio Spano qui n'a pas pu être avec nous. Et donc nous sommes tous les quatre pour cette table ronde, donc avec Marilyn Filippi, qui est économiste à Bordeaux Sciences Agro et spécialiste des coopératives agricoles, avec également David Fima, qui est, je crois, géographe de formation, coordinateur accès à l'alimentation et urgence climatique, et Nicolas Bricas, qui est agroéconomiste au CIRAD et spécialiste de l'alimentation. Alors, juste pour donner 2-3 éléments de contexte du film sur lequel peut-être on reviendra dans le débat. Donc, c'est un film qui se situe en République démocratique du Congo. Donc, ce territoire que vous connaissez peut-être mieux que moi est un territoire qu'on décrit souvent comme étant 80 fois la Belgique. Et ce territoire qui fait 80 fois la Belgique a été la propriété du privé du roi des Belges qui a exploité le caoutchouc. Donc c'est un pays, je vous raconte ça pour vous dire que c'est un pays dans lequel la violence transmise est sans doute un des espaces au monde où elle est le plus ancienne et la plus ancrée dans la population. Ça a été donc ensuite une colonie belge à partir du début du XXe siècle jusqu'en 1960, date à laquelle la chronologie commence. Où il y a une guerre d'indépendance. Et en 65, Mobutu Sese Seko prend le pouvoir, renomme le pays, l'appelle le Zaïre, jusque dans les années 90, où ensuite les années 90, c'est les années que vous vous souvenez peut-être, pour les avoir vues dans les reportages à la télévision, sont des années de guerre. Les guerres du Congo, il y en a eu 2, ce sont les guerres les plus violentes après la Seconde Guerre mondiale, en termes du nombre de morts. Et c'est des guerres qui ont marqué l'opinion publique et qui ont marqué le réalisateur. Parce qu'elles étaient présentes sur nos écrans, mais aussi parce que ça a été l'occasion de montrer la famine dans ce pays. Et le film est né d'un paradoxe, ou en tout cas de l'incompréhension par le réalisateur et l'équipe de production de dire... En fait, il s'agit là d'un pays qui a une situation sur le plan hydrologique et climatique qui est idéale pour l'agriculture. C'est indiqué à la fin du film. C'est un pays qui pourrait nourrir un tiers de l'humanité, mais qui est aujourd'hui plutôt du côté d'une exploitation forestière, ce qu'on appelle plus couramment la déforestation, et d'une exploitation des minerais pour une exportation, comme les minerais notamment de cuivre, qui partent principalement en Chine. Donc c'est un pays d'une certaine manière qui, du point de vue des organisations internationales qui produisent des rapports, est mal exploité. Et donc voilà, je vous donnais ces éléments-là pour vous dire d'où naît l'envie d'Antonio Spano de faire un film sur la République démocratique du Congo. Et pour creuser un petit peu les coulisses du film, il faut savoir plusieurs choses. Donc, ce paradoxe-là a amené Antonio Spano à s'intéresser à la question des coopératives agricoles et de savoir qu'est-ce qu'il existe dans ce pays pour les habitants. Et donc de là, en mars 2016, il part faire du repérage au Congo où il va sélectionner les protagonistes qui vous ont été présentés ici. Et puis de 2017 à 2019, il va partir vivre un mois dans chacune des familles dont vous avez rencontré le chef de famille d'une certaine manière, ou la chef de famille le plus souvent. Et il va utiliser un procédé qui est assez intéressant du point de vue des sciences sociales, qui est un procédé dans lequel il vit un mois avec eux, donc 30 jours, mais il allume sa caméra qu'au bout du 20e jour. Donc il passe d'abord un temps important à se familiariser avec les personnes. Et puis, l'enjeu qu'il avait de spécifique, c'était de sortir du rôle habituel du blanc. En fait, on est dans des espaces qui sont des espaces particulièrement reculés. Ce sont des espaces qui sont, du point de vue du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce qu'on appelle les zones rouges, c'est-à-dire des zones où les ressortissants, en tout cas français ou italiens dans son cas, n'ont pas le droit d'aller. Donc il a pris des risques. Plusieurs fois, le tournage a été interrompu par le retour de la guerre ou le retour des violences sur les routes. Et le rôle des Blancs, c'est là-bas en fait principalement le rôle des ONG
principalement américaines, qui sont des ONG qui créent un rapport très particulier où quand les enfants croisent un blanc, ils disent « donnez-moi des bonbons » et quand les adultes croisent un blanc, ils lui disent « donnez-moi de l'argent ». Et donc pour rebondir sur une question très importante qui a été posée hier à propos de Haï, il a fait le choix de ne pas donner de rémunération aux personnes, d'habiter chez eux, mais de dire le propos du film consistera à leur donner du pouvoir, à équiper avec sa caméra les négociations, à montrer leur travail, pas leur faire de promesses que ce sera Hollywood non plus. Et donc, c'est aussi une relation très particulière puisque ça consiste à les observer, mais pas à les aider au travail. On ne voit pas le réalisateur, à certains moments, participer, comme peuvent le faire parfois les anthropologues lorsqu'ils font du terrain. Donc, il ne fait qu'observer. Et il dit, et c'est quelque chose qui semble sensible, en tout cas on est plusieurs à l'avoir entendu comme ça, que son propos, c'est de faire exactement comme il l'aurait fait en Europe, s'il avait dû observer des gens au travail, s'il avait dû se mettre à côté d'eux, pour pas exotiser ces personnages. Et par ailleurs, dernière information importante, après je passe la parole à des personnes qui connaissent bien mieux que moi le sujet. Information très importante, il mentionne le fait que le café est importé en Europe. Il faut savoir que c'est en partie grâce à lui. Parce qu'en fait, Antonio Spano, s'il ne participe pas d'un marchandage de la relation documentaire, il a quand même un engagement en faveur du café d'Eugenia et il le promeut et il fait que ce café arrive sur les marchés au moins dans 3 pays que sont aujourd'hui l'Irlande, la Suède et l'Italie. Et il cherche des débouchés commerciaux en France d'ailleurs. Voilà. Donc maintenant, je vais vous passer la parole pour des premières réactions. Peut-être d'abord, Marilyn, vous, en tant qu'économiste, comment est-ce que vous comprenez ou comment est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette chose qu'on voit à l'écran et qui est assez fascinante, dans laquelle on voit des choses qui ont beaucoup de difficultés à devenir des biens marchands. Et comment vous pouvez nous raconter ça ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je trouve d'abord, en fait, je voudrais quand même réagir sur le film. Je trouve que c'est un film qui est très beau, d'abord, très esthétique, et qui met en image une situation qui est quand même dramatique. À la fois, au début, on voit bien, via les dessins, comme tu viens de le rappeler, la situation de guerre de ce pays qui a été détruit, décimé, et qui continue à être sous pression des guerres internes, qui a vécu une période de décolonisation. Il le montre très bien à travers ces images, où il va alterner des plans de paysages magnifiques, et puis il va tourner dans des lieux où on voit des usines à l'abandon, on voit une situation qui est dramatique, et en même temps, il filme le quotidien de ces villageois, de ces paysans, de ces agriculteurs et de ces agricultrices, sans rien masquer de la situation. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans le film, c'est à la fois son regard très humain, la confiance qu'il a construite et la façon dont il va nous mettre à voir la situation difficile de ces femmes et de ces agriculteurs. Alors, ce que je trouve intéressant à travers le parti pris qu'il a eu de prendre des portraits et de nous donner à voir différentes situations. On a un éleveur, on a des productrices de café, d'huile de palme et puis de riz. Et comment, finalement, l'organisation de ce travail, elle se fait. Comment, finalement, on a une situation où on va avec très peu de moyens. On voit qu'on manque de compétences, on manque d'investissement. Il y a une situation qui a été laissée dans un arrêt des investissements et où on va chercher à négocier un prix. On va chercher à cultiver et en même temps dans des situations où on aurait besoin de changer le matériel. On aurait besoin, on le voit bien avec l'exemple des palmes, il n'y a pas les rendements, il n'y a plus les rendements. Et ces gens sont très investis et en même temps, eh bien, ils vont dénoncer à travers le film un certain nombre de choses. Donc on va finalement se retrouver à la fois à dénoncer l'État, le manque d'État, les promesses des élus qui sont faites et qui ne sont pas tenues sur des investissements, les investissements routiers pour le transport, et ça rentre dans la problématique de la production et de la vente. Mais aussi également le manque d'écoles, d'infrastructures, d'universités.
un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires à finalement la bonne production. Alors ce qui est intéressant, je trouve également, c'est que ce qui va être dénoncé, c'est à la fois l'absence d'État, de régulation, des taxes, mais en même temps l'absence aussi de marché, où finalement on a un prix qui s'impose, et on le voit dans plusieurs situations. Il y a des négociations de prix qui sont difficiles parce que finalement chacun va essayer de faire un petit bénéfice. La dame qui vient prendre le riz, elle est tout à fait surprenante parce qu'elle va chercher à gagner un peu plus. Et donc cette situation de négociation, elle pose le difficile problème de l'organisation des chaînes de valeur. Donc il n'y a pas seulement mis en débat le commerce nord-sud, où finalement le nord exploite les paysans, mais également ce qui se passe en sud-sud, avec de la concurrence, que ce soit dans les huiles ou dans le riz, où on va voir que donc il est difficile pour eux d'extraire un prix rémunérateur, un prix plus équitable, et surtout qui leur permette de pouvoir développer, se nourrir, alors qu'on a un pays, comme le disait le film et comme le réalisateur le rappelle, on pourrait nourrir 13 milliards, et on a 13 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et ça, c'est une situation qui est dénoncée dans ce film et qui, je pense, nous interroge non seulement sur la situation au Congo, mais également sur ce qu'on peut vivre dans d'autres contextes, et en particulier aussi en Europe. Voilà. Une petite réaction. Merci beaucoup. Et peut-être, Nicolas, vous qui vous intéressez à la question de la sécurité alimentaire, avec quels yeux regardez-vous ce documentaire que je crois vous avez découvert en même temps que le public dans la salle? Absolument, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette proposition de participer à ce débat qui n'était pas prévu, il faut quand même dire. Je suis arrivé très tard hier, j'ai mis 13 heures pour arriver de Montpellier parce que j'ai eu problème de train. Du coup, on m'a gentiment proposé de venir débattre de ça. La RDC, la République démocratique du Congo, c'est un pays très particulier qui n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe en Afrique. Il faut déjà avoir la première chose en tête. Et c'est un pays qui a la malchance, je pourrais dire, d'être extrêmement riche avec des richesses minières. Et tout un État qui s'est constitué exclusivement pour l'accaparement de ces richesses et l'exploitation de ces richesses, avec l'aide d'un certain nombre d'entreprises internationales qui ont besoin de ces richesses pour faire ce qu'on est en train de faire. Et en particulier, plus récemment, avant les richesses classiques, maintenant, toutes les richesses en terres rares pour faire du développement durable. Le problème du Congo, il est d'abord là. C'est qu'il est en guerre à cause de ça. Et il est à la fois en guerre vis-à-vis du Rwanda, à l'extérieur. C'est aussi il y a le problème rwandais qui n'a pas d'accès, qui est complètement coincé et qui fait la guerre pour essayer de vivre. Un Congo qui est attaqué, Bukavu qui est assiégé. Donc c'est un pays qui est déjà en guerre avec l'extérieur et qui est en guerre en interne avec son État qui est organisé pour capter la richesse minière et essayer de la capter aux multinationales avec qui il a fait alliance pour exploiter ces richesses minières. Donc il n'y a pas de politique agricole. Il y a eu des tentatives, il y a eu des espoirs déçus, mais il n'y a pas de politique agricole. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas créé un environnement pour les agriculteurs, que ce soit des infrastructures, que ce soit de la formation, que ce soit de l'accompagnement en termes d'intrants, pour permettre d'exploiter une richesse agricole potentielle absolument considérable. C'est pour ça qu'on dit le Congo pourrait nourrir 3 milliards. Bon, en fait, il pourrait nourrir 3 milliards, mais ça poserait quand même un certain nombre de problèmes, parce que il faudrait raser quand même la forêt congolaise, et ça ferait qu'accélérer le changement climatique. Donc c'est aussi un pays qui est sous pression internationale pour lui dire « touchez pas à votre forêt ». Parce que votre forêt, c'est le bien du monde. C'est la biodiversité et c'est en même temps le poumon qui permet de capter du carbone. Donc c'est aussi un pays qui est sous contrainte internationale pour aussi pas trop exploiter non plus sa forêt. Et dernier point, c'est un pays qui est sous-peuplé par rapport à sa taille. Et donc construire des infrastructures au Congo, c'est très compliqué parce qu'en fait, on fait des routes qui coûtent très cher. Vous avez vu l'immensité du pays à travers la forêt pour très peu de gens. Et du coup, c'est compliqué aussi de construire des infrastructures. En même temps, il y a de la richesse qui pourrait être exploitée à ça
et qui aujourd'hui revient finalement assez peu au Congo. Il faut quand même bien dire que c'est quand même les entreprises qui exploitent les mines qui récupèrent la richesse congolaise. Donc, mais je rajoute une chose, cette situation-là, de guerre, de conflit, de politique qui est tournée sur l'exploitation des ressources, ne doit pas cacher qu'il y a des problèmes internes dans les villages, avec dans certaines zones un accaparement des terres par les plus riches et laissant les plus pauvres aller plus loin et du coup pouvoir moins cultiver. Et il y a surtout une profonde inégalité homme-femme. C'est-à-dire que les gens qui souffrent de la faim, ce sont d'abord les femmes. Et c'est très bien dit d'ailleurs, à un moment, elles disent « nous on travaille, les mecs ils font rien ». Et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elles elles se surexploitent dans un système social dans lequel il y a une forte pression pour les faire travailler. Et donc, en plus de ça, elles mettent au monde des enfants qu'il faut qu'elles arrivent à nourrir tout en travaillant, tout en s'occupant de l'ensemble des tâches. Et donc, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi, à l'intérieur de cette société, des inégalités très fortes qui font aussi que les premières victimes, c'est les femmes et les enfants. Alors merci beaucoup. Et toujours sur les réactions, alors peut-être en comparaison, David, avec la situation en France, qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement, vous qui connaissez bien l'action coopérative, dans ce genre de documentaire? Merci déjà pour l'invitation. Donc moi je suis plutôt l'acteur de terrain, on va dire, mais pas du tout sur le terrain de la République démocratique du Congo. Voilà, moi j'anime la dynamique collective entre citoyens, agriculteurs, collectivités sur l'agriculture et l'alimentation. Comment on peut justement redéfinir des politiques agricoles et alimentaires à partir des besoins citoyens. Là, déjà une réaction à chaud, c'est un film qui est assez marquant, qui est assez beau aussi, je trouve. Une réaction comme ça, je me dis que on se dit déjà que paysan, c'est un métier difficile avec notre contexte français, donc on regarde un film comme ça, les conditions de travail, donc de cultiver, de produire l'huile de palme. La façon, la difficulté que requiert, la technicité que requiert tout ce travail-là. Donc il y a déjà des conditions de travail dont on se rend compte à quel point c'est difficile. C'est difficile d'être paysan et d'en vivre avec les conditions de travail et d'inégalité homme-femme. C'est assez frappant les témoignages qu'on a. C'est difficile d'être paysan et d'avoir un prix rémunérateur. Donc c'est une question, une revendication forte de vraiment la corporation agricole dans son entièreté, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses franges. On voit que c'est quelque chose qui est fortement présent dans le film. On a beaucoup de moments de négociation où là aussi c'est intéressant de voir la place des femmes aussi finalement qui défendent leurs intérêts, qu'on soit derrière le personnage qu'on suit, qui est un peu notre héros qu'on a envie de soutenir, ou finalement l'intermédiaire qui est qu'on aimerait bien battre un peu dans ce film. Donc c'est une réaction qui me fait dire c'est difficile d'être paysan, c'est peut-être encore plus difficile dans un contexte où peut-être je le vois comme ça moi, mais il n'y a pas de justement on est paysan dans un marché qui est le marché qui est la loi de la jungle, qui est le marché mondial dans lequel il n'y a pas de politique, il n'y a pas de protection. Donc nous, on a une politique agricole qui est européenne, qui protège finalement, ou qui limite, qui compense le fait que beaucoup vivent une situation qu'on voit là, qui est dure. Ça m'a beaucoup marqué, le regard hagard de maman Colette, qui vend à perte son huile de palme alors qu'elle a convaincu son acolyte d'aller à Kinshasa. C'est dur, c'est marquant de voir ça. Nous, on sait qu'ici, beaucoup d'agriculteurs, notamment d'éleveurs, le vivent. Mais il y a cette politique, on a des outils finalement pour masquer cette réalité et protéger finalement l'agriculture d'être exposée à un marché qui est celui de la mondialisation, de la loi du plus fort. Et là, c'est vraiment, ils sont livrés à eux-mêmes, quoi. Donc là, on en vient peut-être au sujet
est-ce que les coopératives sont une bonne ou mauvaise idée, permettent de répondre à ces problématiques-là. Bon, on pourra y revenir, quoi. Mais moi, voilà, je réagirais sur... voilà un peu ma réaction à chaud. Très bien. Et puisqu'il est donc question des utopies nourricières dans le choix de cadrage du programme et que c'est aussi un propos important du documentaire, peut-être, Marilyn, vous pouvez rappeler quelques éléments sur qu'est-ce qu'une coopérative, depuis quand ça existe et pourquoi. Oui. Alors en fait, les coopératives, en France, on est particulièrement chanceux parce que quelque part, on dira toujours, on a ce qu'on appelle les fruitières qui datent du XIIIe siècle, qui sont les petites coopératives laitières qui produisent du comté. Et ces petites coopératives, on pourra y revenir, mais elles ont eu quelque chose de très intéressant, c'est qu'elles ont réussi à payer le double du prix des grosses coopératives laitières lorsqu'il y a eu l'arrêt des quotas laitiers, qui a entraîné une grande crise. Donc on voit une certaine réussite de ces petites formes. On pourra revenir sur ces éléments-là. Mais généralement, en fait, on considère que les coopératives, elles sont issues de ce qu'on appelle les pionniers de Rochdale, les équitables pionniers de Rochdale, qui ont été un groupe de salariés, d'employés lors de la révolution industrielle, qui se sont réunis pour essayer de trouver les moyens d'avoir une meilleure consommation et de tout simplement consommer. Donc ils se sont réunis, ils ont défini des principes, et ce sont ces principes-là qui sont à la base des principes coopératifs, qui sont aujourd'hui portés par l'Alliance coopérative internationale, qui représente l'ensemble des coopératives auprès de l'ONU. Et donc ces principes coopératifs, ils sont là pour justement chercher à partager équitablement une propriété et pour agir. Alors en France, généralement, on a la loi de 1945 qui dit qu'une entreprise coopérative, c'est la réunion donc sur les coopératives agricoles, d'agriculteurs pour mettre les moyens en commun pour améliorer la valorisation des productions. Tout ce qui peut permettre une amélioration, donc soit parce qu'on va pouler les biens et chercher à négocier un prix plus rémunérateur, on le voit dans le film, il est très explicite sur ça, soit on va chercher à réduire des coûts de production, d'achat d'intrants, de matériel, etc. Donc aujourd'hui en France, on peut trouver les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, ou les coopératives agricoles, qui sont bien dans cette logique, en fait basée sur cette logique d'une mise en commun. Alors quand on est une coopérative, on le voit dans le film à plusieurs reprises, c'est souvent souligné, qu'est-ce qui fait qu'on va créer une coopérative ? Généralement, une coopérative, elle va être motivée par un groupe de producteurs qui vont avoir un intérêt et un objectif commun. Là, c'est un accès au marché, c'est chercher à avoir une meilleure rémunération du café, du riz, de l'huile de palme. Et cette idée de mutualisation des moyens, eh bien, effectivement, ça vient souvent soit parce qu'il y a des défaillances de l'État, on n'a pas les infrastructures. Je pourrais prendre un exemple des coopératives américaines, par exemple, comment elles se sont créées, ou parce que le marché a des défauts et ne permet pas de répondre à des besoins. Et donc, généralement, ces coopératives agricoles, elles sont issues de ce mouvement-là et de cette volonté-là de créer un collectif avec un objectif commun. Pour reprendre peut-être un petit peu le contexte du Congo, en fait, en Afrique, on a l'OHADA, qui est en fait le droit autour des droits des affaires. Et un certain nombre de pays en Afrique se sont inscrits pour justement donner les moyens aux producteurs de s'organiser et d'avoir une défense, un droit. Et il se trouve que malheureusement, le Congo n'a pas enclenché ce droit-là, ne s'est pas inscrit dans cette défense de la protection des petits producteurs pour avoir des règles plus claires. Et je terminerai peut-être sur ça, dans le film, on le voit aussi, ça veut dire que quand on se réunit pour créer une entreprise coopérative, on va mettre ensemble des moyens, mais on va aussi dégager ou chercher à avoir des compétences. Et c'est peut-être ce qui explique que dans le café,
ils ont réussi à passer le pas et à se transformer de 2011 avec, je sais pas moi, il y avait quoi, je me souviens plus exactement du chiffre, mais 300 producteurs à 1300, c'est qu'en fait, on a une compétence. On a quelqu'un qui va faire office de trésorier, en l'occurrence c'est une femme, ben oui, pour la communauté. Et donc ça, ce qui est important aussi, c'est qu'on va mobiliser des moyens humains pour mettre en œuvre un processus de production, pour mettre en place une stratégie et pour essayer d'améliorer la valorisation et trouver le prix rémunérateur pour tous. Et merci beaucoup, mais peut-être pour étayer un petit peu sur le cas français, David, pourquoi faire des coopératives à votre connaissance et quels sont les liens en fait que l'on peut faire entre un projet de coopérative et un projet d'émancipation, puisqu'il s'agit bien d'émancipation dans ce documentaire, et peut-être comment on gouverne une coopérative, quels sont les grands principes de leur gouvernance? Alors, peut-être que je laisserai plutôt parler Marine sur les grands principes d'une gouvernance en coopérative. Enfin, un petit mot aussi sur quelque chose qui m'a marqué, et je reviens sur la question. Toujours un peu dans ce regard à la française, le local qu'on chérit tant, auquel on donne tant de valeur, on voit dans le film qui ne compte pas tellement en fait dans cette mise en marché, quoi. Donc se mettre en coopérer, se mettre ensemble, se rejoindre entre paysans pour avoir un prix rémunérateur. Donc, vous avez exposé les motifs. Nous, je crois qu'on peut dire que sur la raison, en tout cas principale, qui a amené les coopératives en France, si je ne me trompe pas, ça a été le fait de devoir assurer la souveraineté alimentaire de la France, de produire en quantité suffisante. Donc il a fallu moderniser les outils et puis donner la possibilité. Donc les coopératives ont été un outil aussi de cette politique-là de modernisation agricole. Et donc, moi, ce que j'aimerais mettre en regard aussi, c'est là, on est sur des productions qui... donc, et pour finir sur la France, pardon, donc une fois qu'on a atteint, qu'on était souverain et qu'on a produit suffisamment, on s'est mis à avoir une logique exportatrice. Donc, on est un pays exportateur, on importe aussi, on rentre dans une logique de marché mondial avec des avantages comparatifs. Donc, on a des outils collectifs au service d'une logique qui est d'avoir une balance commerciale, une balance agricole excédentaire. Du coup, là, on est face à un éveil ou un réveil coopératif en République démocratique du Congo, puisqu'il y a eu des outils. On le voit sur le riz, par exemple, à un moment donné. Donc, moi, c'est en tout cas la question que j'ai envie d'ouvrir en fait en voyant finalement peut-être des nouveaux objectifs, des nouvelles coopératives qui naissent. C'est avec quel objectif? Donc là, il y a des productions qui sont à visée exportatrice. Donc est-ce que le but c'est je connaissais pas l'histoire du Congo, mais de s'inscrire dans cette continuité de logique exportatrice sur le marché mondial de l'alimentation, ou est-ce que on cherche à résoudre, à appuyer l'autonomie, on va dire, alimentaire du pays? C'est compliqué parce qu'on est déjà sur des productions qui sont, notamment le café, alors peut-être moins le riz, mais qui sont dédiées quand même à l'exportation. Donc pourquoi en fait on crée des coopératives, avec quelle visée, quoi? Sur la gouvernance en soi des coopératives, les principes, là, voilà, il y a peut-être des règles spécifiques pour la coopération française sur la coopération agricole. En fait, ce que je vais peut-être préciser ça. Je voulais pas être trop longue, mais en fait, au niveau international, on a convenu d'une chose, c'est c'est très difficile de définir ce qu'est une coopérative, agricole ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, au niveau international, on s'est mis d'accord sur le fait de considérer qu'une entreprise, lorsqu'elle réunit un propriétaire qui va être bénéficiaire
et qui va décider d'une stratégie. Quand ces 3 fonctions sont réunies dans la même entreprise et par les mêmes personnes, on va considérer que c'est une coopérative. Donc les 7 principes qui sont reconnus au niveau international pour considérer, qui considèrent la base de ce qu'est une coopérative, c'est d'abord le fait d'être engagé sur activité. C'est-à-dire que tous les agriculteurs, quand ils rentrent dans une coopérative ou quand ils créent une coopérative, c'est-à-dire qu'ils vont amener le bien ou utiliser le service, mais ils vont aussi détenir le capital. Donc être engagé sur activité, c'est la première chose. C'est le premier principe. Ensuite, on a un principe de démocratie. C'est-à-dire que chaque personne est égale à le même poids dans le vote, dans la prise de décision. Donc une personne égale une voix, quelle que soit la quantité de capital détenu ou quel que soit l'apport détenu. C'est-à-dire on peut être un très gros propriétaire, on aura le même poids qu'un petit propriétaire. C'est le principe démocratique d'une personne égale une voix. C'est un principe d'acapitalisme, c'est-à-dire, je le dis exprès parce que c'est un vieux terme, on a réussi à mettre une lucrativité limitée maintenant, mais c'est l'idée que ce sont des entreprises qui ne font pas de profit, mais qui vont faire du bénéfice, et ce bénéfice-là, il est décidé et il est réparti selon le principe, les décisions qui sont faites en assemblée générale par tous les membres de la coopérative. Donc c'est soit réparti, soit mis dans ce qu'on appelle les réserves impartageables, c'est-à-dire qu'il y a une partie du bénéfice qui est mise dans la coopérative pour que ça permette de renforcer les fonds propres, permette d'améliorer la position lorsqu'on fait un emprunt bancaire, mais cet argent, et c'est pour ça que c'est impartageable, n'est pas repris lorsque l'agriculteur quitte la coopérative. Et donc cette réserve-là, c'est la raison pour laquelle, très souvent, vous entendez le terme, ce sont des outils transgénérationnels, parce que les agriculteurs investissent dans une structure, et cette réserve impartageable ne leur sera pas restituée. Et d'ailleurs, quand une coopérative est fermée, quand on décide de sa dissolution, ces réserves-là ne sont pas réparties au bénéfice de ceux qui restent, mais sont données à une autre association ou à une autre entreprise d'intérêt agricole. Donc ce sont des entreprises qui vont en même temps limiter la rémunération du capital. Donc c'est une rémunération à taux fixe, c'est pour ça qu'on parle de part sociale et non pas d'action. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Donc ce sont des entreprises qui sont faites par des agriculteurs engagés sur activité, qui vont être pilotés par eux, à leur bénéfice. Et ensuite, on a un principe d'éducation. Le 6e principe, c'est éducation des membres. Et dernier principe, c'est l'intérêt pour la communauté, c'est-à-dire qu'une coopérative va aussi se préoccuper de son environnement et de participer aussi au développement de sa collectivité, de son territoire ou de sa filière. Donc on a 7 principes qui les distinguent et qui les différencient fondamentalement d'une entreprise dite conventionnelle ou classique et qui, en fonction des pays, va ou pas avoir une caractéristique juridique. C'est-à-dire qu'en France, on a effectivement un droit des coopératives, mais il y a dans d'autres pays, vous n'avez pas de droit coopératif. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous êtes coopérative en fonction du respect donc, des 3 caractéristiques et du respect des principes qui sont associés. Merci pour cette précision qui était vraiment utile pour comprendre qu'est-ce qui fait la spécificité de cette entité et pourquoi, en fait, il y a une forme de rêve de coopérative qui se dessine pour tous ces collectifs paysans. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir la parole au public pour Nicolas. En quoi les coopératives peuvent-elles être une solution pour l'accès à l'alimentation dans des pays comme la RDC, mais peut-être aussi plus largement ? À partir des années 60, il y a eu une tentative, en particulier par la coopération française, d'exporter le modèle des coopératives, en particulier en Afrique, avec des succès très contrastés. Il y a des endroits où ça colle, on va dire, avec des organisations sociales et des organisations politiques qui sont assez compatibles avec les règles de la coopérative, et il y a des pays où ça a complètement échoué et plus personne ne veut en entendre parler. Mais du coup, je pense que c'est important de distinguer action collective et coopérative. Il y a beaucoup d'actions collectives en Afrique, énormément, mais qui ne prennent pas forcément
la forme de coopérative. Et c'est ça, je pense, qui est aussi peut-être intéressant à avoir, c'est qu'en France, on avait une agriculture où il y avait beaucoup d'entraide et beaucoup de travail collectif, et on en a vu encore des traces dans les films qu'on voit depuis hier. Et aujourd'hui, on a quand même plutôt une individualisation des exploitants agricoles, un peu tout seuls toute la journée sur leur tracteur, en attendant d'être remplacés par les robots, mais qui travaillent un peu tout seuls quand même s'ils restent dans le domaine viticole, dans le domaine laitier, enfin de fromager, effectivement du travail collectif sur un outil plutôt, on va dire, de valorisation de la matière première. Donc ça, on l'a un peu perdu. En Afrique, on ne l'a pas vraiment perdu. Le travail il continue d'être très collectif, mais avec des formes qui peuvent être du salariat temporaire. On le voit partout, l'huile de palme, on paye les coupeurs. On paye ceux qui font tourner les manèges quand il y a des manèges, mais il y a un travail collectif, il y a quand même des accords entre gens d'un même village pour travailler collectivement. Alors, en quoi ça donne accès à l'alimentation ? Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est le mouvement des coopératives de consommateurs ou le mouvement des groupements de consommateurs. Parce que finalement, on a beaucoup raisonné l'action collective autour d'un outil de production, d'un outil de transformation ou d'un travail collectif pour de la production. Ce que je trouve intéressant qui est en train d'émerger, c'est des collectifs de citoyens qui essaient de se réapproprier leur alimentation. Alors moi, j'étudie ça surtout en France et en particulier à Montpellier, parce qu'on est très engagé dans cette affaire de comité citoyen de l'alimentation. Mais c'est cette idée qu'on est en train de discuter avec 5 villes africaines, le Cap, Kisumu au Kenya, Mbale en Ouganda, Tunis et Ouaga, de la construction de collectifs citoyens dans les quartiers qui peuvent commencer à réfléchir ensemble, à rencontrer des experts, des collectivités territoriales, des entreprises, pour redéfinir ce qui s'appelle leur paysage alimentaire. Qu'est-ce que je veux comme offre dans mon quartier ? À quel type de produits je veux avoir accès ? Qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Qu'est-ce que j'ai envie que mes enfants mangent demain ? Et que ça commence à... L'idée, c'est de le faire émerger aussi comme une force de proposition politique. Alors, on est en train d'expérimenter à Montpellier avec la mairie et la métropole de Montpellier, qui s'appuie sur le comité citoyen, 61 membres depuis samedi, de gens qui sont pour moitié en précarité alimentaire, pour l'autre moitié plus aisés, et qui, depuis un an, toutes les 3 semaines ou tous les mois, se réunissent pour réfléchir à construire des propositions politiques à la mairie sur comment la mairie peut construire sa politique à partir de ce que veulent les citoyens. Et surtout, ils ne veulent pas s'appeler consommateurs. Et c'est ce qu'on est en train de discuter au Cap, à Kisumu, enfin, dans les 5 villes africaines où je travaille là, et notamment à Bukavu aussi, puisque Bukavu est associé à cette affaire maintenant, et comment on reconstruit la démocratie alimentaire avec, alors je disais consommateurs, pour moi c'est plutôt avec des citoyens. Ça, je trouve que ce mouvement collectif de mangeurs est particulièrement intéressant à suivre. Juste peut-être pour rebondir, effectivement, il y a une évolution du consommateur-mangeur, mais en France, les coopératives, c'est 3 agriculteurs sur 4 et une marque alimentaire sur 3. Donc, je crois qu'il y a des évolutions dans la population, dans la sociologie des agriculteurs, dans l'engagement, mais les formes, justement, d'engagement changent. Mais on n'a pas forcément toujours des individus tout seuls sur leur tracteur. Il y a une évolution aussi des formes d'action collective au sein des coopératives. Et, ouais, donc juste pour compléter, donc voilà, et nous, notre action, l'action pour laquelle je travaille en Gironde, pour me situer aussi, s'inscrit dans ce mouvement un peu qui a été décrit, et pour donc d'initiatives de prise en main citoyenne sur l'organisation de l'agriculture et l'alimentation. Donc effectivement, c'est un petit nombre de personnes pour l'instant, mais c'est pas en opposition en fait au système actuel. C'est plutôt redéfinissons les besoins, les envies à partir de ce dont la société a besoin.
pas de ce dont une organisation économique ou ce dont une partie des représentants de la profession agricole aurait besoin. Donc mes habitudes alimentaires, culturelles, ce qui est bon nutritionnellement parlant. Donc c'est donc construire une action coopérative à partir de ces besoins citoyens avec du coup les acteurs économiques qui font qu'il y a un aliment au final dans notre assiette. Donc les agriculteurs, les coopératives, les transformateurs, les distributeurs. Donc c'est proposer en fait une nouvelle manière de définir une nouvelle manière en fait de déterminer un peu l'orientation de l'agriculture ou de l'alimentation. Donc l'issue politique un peu visée, c'est mettre en place une sorte de sécurité sociale de l'alimentation. Donc aujourd'hui, voilà, on part depuis le départ, qui est pourquoi on coopérerait et comment on s'y prendrait. Donc voilà, ce qui est finalement le point de départ aussi de ce film, de se retrouver entre personnes qui ont des intérêts communs et qui se disent bon, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait, quel intérêt on a à coopérer. Voilà, nous notre démarche effectivement elle est plus partie des citoyens qui, avec notre contexte français à nous, où au final effectivement on a confié plutôt la gestion de la politique agricole aux agriculteurs pour le coup. Alors, on va passer la parole, merci, au public. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Excusez-moi, je me sens un peu dans la confusion parce que c'est... Quand vous parlez de coopérative, mais quand vous voyez le film Les algues vertes, par exemple, sur les coopératives porcines en Bretagne, c'est pas l'idéal. Si vous avez vu aussi le documentaire qui s'appelle, je ne sais pas s'il est encore accessible sur Internet, La planète lait, quand on voit la politique économique et la politique tout court des coopératives laitières, l'idéal coopératif, là... Non, mais... Bon, enfin bref, ça pose tellement de questions. Je pense qu'on est dans un système d'agriculture productiviste au niveau mondial avec, pour alibi, il faudra bien nourrir les 10 milliards d'individus, voire les 12 qui vont être là. Mais ça me semble assez une certaine plaisanterie, parce que ça fait des décennies qu'on sait qu'il y a des gens qui meurent de faim, alors que, sauf accidents ponctuels, guerre, sécheresse, tout ça, en gros, la nourriture a toujours été excédentaire sur les marchés mondiaux, et ça n'empêche pas des millions de personnes de continuer à mourir de faim. Et s'il n'y a pas des ONG pour alerter, enfin, si l'opinion publique n'est pas alertée, il n'y a pas grand-chose qui se fait à ce moment-là. Bon, alors, à titre d'information, moi, je recommanderais toujours aux gens de s'intéresser au site qui s'appelle Partage International. Ça fait plus de 40 ans que ça existe et maintenant c'est un support de diffusion absolument mondial. Enfin bon, selon ces infos, la crise que connaît l'humanité actuellement est politique, économique, bref, est en fait d'origine spirituelle, dans la mesure où en tant qu'être humain, on ne sait pas qui on est. Et que l'urgence actuellement, c'est que si on veut continuer à survivre en tant qu'individu, en tant qu'humanité sur la planète, il faudra commencer à penser le monde, l'humanité entière, quoi, comme un organisme, quoi. Et passer au partage des ressources et à la coopération. Parce que si on s'obstine dans la voie actuelle compétitive, on va se détruire. Enfin, ça, c'est les affirmations. Le plus délicat dans les informations auxquelles je fais allusion, c'est que c'est l'affirmation qu'il y a une main qui serait tendue à l'humanité pour l'aider, pour lui enseigner comment gérer cette transformation qui semble a priori énorme, au-dessus de nos possibilités. Mais que libre arbitre oblige, il nous reste encore, à nous, en tant qu'êtres humains, à bien vouloir nous saisir de cette main. Bon, bref, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Mais je pense aussi à la politique de la Banque, pardon, je ne veux pas être trop long, de la politique de la Banque mondiale et du FMI, de l'OMC. Enfin, dans certains cas, ça agit... quand il y a eu des violences il y a quelques années en Afrique centrale, c'est parce que les politiques imposées, les prêts imposés sous condition par la Banque mondiale, par exemple, avaient obligé le gouvernement à dissoudre toutes les structures étatiques qui organisaient
la distribution et la coopération au niveau agricole, notamment entre les communautés qui avaient qui étaient de confessions différentes, d'où après la guerre civile. Voilà. Alors peut-être Marilyn, Nicolas ou David, si vous avez une réaction, et ensuite on prendra d'autres questions. Ouais, moi j'ai une réaction par rapport aux dérives du modèle productiviste. Les coopératives, comme je l'ai dit, elles sont aux mains de leurs associés coopérateurs. Donc la bonne question, c'est la question de la gouvernance. Comment je reste en capacité de décider ? En revanche, ce sont quand même des entreprises qui s'opposent fortement à des systèmes d'entreprises, je dirais, mondialisés, financiarisés. Et ça, les dérives sont beaucoup plus, je veux dire, grandes. Ça ne minimise pas les dérives qu'il peut y avoir, et c'est important de les contrôler et de faire en sorte qu'il y ait une prise en compte toujours plus importante de l'environnement, du social et de l'économique, mettre un prix juste et équitable pour tous, le consommateur et le producteur, et pas les opposer. Mais je pense que de ce point de vue-là, on a du travail à faire, et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense, peut-être. Voilà, petite réaction. En fait, je n'avais pas jugé utile de rappeler ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire que depuis les années 80, la planète est en surproduction alimentaire et qu'elle l'est chaque année de plus en plus, et que la question de l'insécurité alimentaire, c'est d'abord une question de pauvreté et d'inégalité. Cela dit, la planète est en surproduction alimentaire parce que la production industrielle alimentaire s'est considérablement développée et qu'elle a permis à la production, on va dire agricole, ou la production de biomasse, je devrais dire, de ne plus avoir à produire de l'énergie, des matériaux et de la fertilisation. Grosso modo, l'agriculture aujourd'hui, elle produit pratiquement plus que de l'alimentation. Un peu de coton, mais elle produit plus d'animaux pour se transporter ou pour faire de la force de travail. Elle produit plus beaucoup de bois pour se chauffer. Elle produit plus beaucoup de matériaux pour s'isoler ou pour construire les maisons. Ça a été remplacé par des énergies et des ressources minières. Si demain, la production de biomasse doit à nouveau redevenir productrice de nourriture, d'énergie, de matériaux et de fertilisants, alors 9 milliards ou 10 milliards, ça va être très compliqué. Donc quand on commence à faire un calcul pour essayer de voir si ça passe, en fait on s'aperçoit que ça pourrait passer, mais à condition de fondamentalement revoir nos niveaux de consommation. C'est-à-dire que ça ne peut pas passer au niveau de consommation qu'on a aujourd'hui sur la planète, et sachant que tout le monde n'a pas atteint les niveaux de consommation des pays les plus riches. Donc je trouve ça intéressant, parce que l'histoire a démenti Malthus. Malthus, avant la révolution industrielle, dit la population augmente de façon exponentielle, la production de façon linéaire, donc ça va coincer, il faut soit faire exploser la production, soit réduire la natalité. Et en fait, l'histoire a démenti Malthus, puisque effectivement, la production alimentaire a augmenté plus vite que la population. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire on est en surproduction, et le problème c'est la pauvreté. Et c'est vrai. Sauf que si on veut revenir à un système dans lequel on arrête de bouffer les ressources minières, et en particulier énergétiques, eh ben, ça coince. Et donc peut-être que Malthus avait raison. Oui, ça marche, oui. D'abord, sur le film, je trouve qu'il arrive à cadrer étroitement des sujets qui sont énormes et qui sont rhizomiques. Et donc on le voit en fait dans le débat, on est sur des sujets qui sont extrêmement différents et tous aussi importants et tous aussi difficiles à mener. Donc merci Marie d'avoir fait la mise en contexte et d'avoir indiqué pourquoi effectivement Antonio Spano a fait ce film, comment il l'a fait. Je trouve que c'était super important d'entendre ça. Alors moi j'ai 2 points très rapidement, un sur l'économie sociale et solidaire et puis l'autre sur les paysans. Sur l'économie sociale et solidaire, moi je trouve qu'il y a vraiment un débat à avoir ici sur quelles en sont les possibilités et les limites. Et c'est vrai que connaissant un peu la coopération agricole telle qu'elle fonctionne, en fait, je trouve que
par rapport à l'idéal qu'on peut avoir de ce que devrait être la coopération, c'est pas, enfin voilà, on n'y est pas complètement. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière il y a longtemps, je suis tombé sur un rapport de collègues économistes de l'INRA à l'époque. Le titre, c'était sur la coopérative d'Ancenis, et c'était une coopérative riche au service d'agriculteurs pauvres. Et donc, on a quand même dans ces structures assez souvent en fait, des phénomènes de pouvoir inversé, où on a une technostructure qui travaille essentiellement pour elle-même, et une structure de pouvoir, enfin, voilà, c'est tous les adhérents, mais en fait, le renouvellement du pouvoir, il est vraiment contrôlé par des systèmes de section, etc. Et j'ai à côté de moi une ancienne administratrice d'un grand groupe coopératif, et elle pourrait témoigner de cela. Donc il y a vraiment, et ce n'est pas une critique gratuite, c'est vraiment comment dire, une préoccupation sérieuse, de dire qu'est-ce qui fait que les coopératives n'apportent pas ce qu'on pourrait en attendre. Donc, et je trouve que dans ce cadre, c'est vraiment important d'avoir... Alors, on ne va pas mener le débat jusqu'au bout, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important de se poser la question, qu'est-ce qui fait que très souvent, en fait, ça dérive. Alors, c'est parce qu'elles sont dans le système capitaliste, que tout est financiarisé, etc. Mais dans ce cas, enfin voilà. La seconde question, je serai plus rapide, c'est sur les paysans. En fait, moi, j'avais été très marqué par les travaux de l'école Mazoyer, etc., où, voilà, on a encore aujourd'hui dans le monde de nombreux paysans qui crèvent de faim. C'est ça la situation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut penser effectivement donc il y a effectivement la forme coopérative. On voit il y a de belles histoires, hein, donc et elles peuvent se multiplier. Mais qu'est-ce qu'on peut penser au-delà pour voilà, faire de sorte que les paysans améliorent leur situation et celle de la planète. Et pour moi, une question, c'est quand même celle de la mise en politique derrière. Et enfin, voilà. Et donc, est-ce qu'en Afrique, au Congo, la Via Campesina a un sens? Est-ce qu'il y a des syndicats? Est-ce que, enfin, vous l'avez rappelé, le Congo, effectivement, c'est une structure politique, économique, etc., qui est assez, enfin voilà, qui ne permet pas d'avoir beaucoup d'espoir. Mais Nicolas, tu as insisté sur l'action collective. L'action collective, c'est aussi l'action syndicale. C'est aussi le lien entre l'action syndicale et l'action politique. Et donc, je voudrais savoir, enfin voilà, donc si par rapport à ça, avoir votre sentiment. Voilà. On va peut-être prendre les deux questions d'un coup, enfin avec la question suivante. Oui, bon. Non, alors pour ma part, c'était pas tant une question qu'une réaction aux questions d'économie sociale et ainsi de suite, parce que je trouve qu'on est un peu rapide sur la conclusion dériviste de l'économie sociale et solidaire. Elle existe effectivement, bien évidemment, si ce n'est que on tient. Je crois que le SS s'est trompé de ce qui était la nature du changement d'échelle en fait, et elle a cru que c'était dans le grossissement effectivement des entreprises, des organisations, et notamment pour une grande partie des grandes coopératives, qu'on avait le changement d'échelle et la pertinence du changement sociétal. Et l'ESS, dans la proximité au territoire, dans le rapport au territoire, et dans ce que les entreprises de l'ESS, coopératives, associatives et autres, remettent comme modèle, redéfinit effectivement la question de l'entrepreneuriat, de la coopération et de la coopération territoriale. Donc je pense qu'il faut qu'on le garde dans cette perspective-là, de façon à voir comment on a malgré tout une économie qui essaye de se re-questionner en permanence, y compris au regard de ces dérives, mais par rapport à ces questions de gouvernance, ces questions de rapport et de retombées et d'impact sur les territoires. Sinon, on reste sur une lecture finalement qui tient du constat qu'à un moment donné, il y a eu effectivement des dérives, il y en a toujours, de toute façon, mais qui au moins a l'avantage d'être une économie qui se re-questionne par rapport à ça et qui essaie d'avancer. En agissant de toute façon dans un modèle normatif, réglementaire, dominant, qui définit de toute façon une forme de paradoxe et d'incapacité à l'économie sociale d'aller jusqu'au bout de sa volonté de transformation sociale. Enfin, pour le coup, donc c'est une forme de commentaire et peut-être de demande de réaction aussi auprès de Marilyn. Mais
voilà. Et après, je rejoins la remarque de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on a quand même une économie qui peut-être dans 10% de ses activités porte d'une certaine dérive, là où on a une économie dominante qui, dans 95% de ses activités, est dans une dérive permanente derrière. Voilà. Bon, c'était juste pour essayer de remettre en perspective ces questions de SS et ces tâtonnements. Voilà. Réagir comme vous voulez. On est sur l'utopie réelle. Je pense que voilà, je trouve que tu as très bien réagi. La question qui est posée, elle ouvre un débat fabuleux. En 3 minutes, je crois que voilà, ça veut dire que l'année prochaine, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces éléments-là. Moi, je crois qu'il n'y a pas effectivement de forme idéale ou idéale, mais en même temps, on est quand même dans des entreprises qui sont très, très, très encadrées, beaucoup plus que, comme tu l'as dit, les entreprises conventionnelles. Donc, bon, voilà, il faut y aller. Il faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est quand même les coopératives agricoles, elles ont quand même permis une modernisation, elles ont permis un développement avec tous les travers qu'il peut y avoir. Mais en même temps, ce sont des leviers aujourd'hui pour trouver des solutions à la crise complexe qu'on vit. Et les territoires en sont un endroit essentiel pour trouver de nouvelles solutions. Voilà. Oui, donc super rapidement du coup. Que peut l'ESS pour les coopératives ou la coopération agricole un petit peu, mais l'ESS, en tout cas telle qu'elle est encadrée ou posée en France, elle propose pas une transformation en profondeur de la coopération. Elle pose une possibilité d'envisager d'autres formes d'économie. Mais quand on parle d'alimentation, d'agriculture, on pourrait peut-être aller jusqu'à dire si on réduisait au minimum les intérêts et les enjeux économiques, si on était capable d'enlever peut-être d'extraire de la sphère marchande une partie en fait de l'alimentation. C'est pas tout à fait utopique ce que je dis. Si on se place du point de vue non plus de la sécurité alimentaire, mais du droit à l'alimentation durable, et que derrière on tire la ficelle. Si on a droit, peut-être qu'il faut qu'on mette en commun certaines ressources. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à comment se répartir. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à qui prend les décisions. Et se poser la question de la marchandise, enfin de comment du coup on met en marché et l'alimentation, et de si on a intérêt en fait à dépendre du marché mondial, et du coup d'exposer tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est du coup hyper rapide. Et puis pour les comment redonner du pouvoir de vivre dignement à tous les paysans du monde, et même en France, beaucoup ne vivent pas dignement, et certains, j'ai encore eu un témoignage avant-hier, ont besoin de l'aide alimentaire. C'est une triste réalité. Mais là encore, on est sur, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais un rapport de force, tout simplement, qui doit s'instaurer pour décider à un moment donné de réorienter. Alors les politiques agricoles ne font partout, mais réorienter les politiques agricoles, réorienter les politiques alimentaires. Voilà, c'est du combat, du rapport de force. Vous avez évoqué les mouvements syndicaux, pardon. Et je reviens, et je finis là-dessus, sur malheureusement les échecs répétés compte tenu d'un rapport de force très déséquilibré aujourd'hui, pour par exemple éviter que des éleveurs itinérants sur ma commune qui font un boulot formidable soient RSA, mais au contraire soient soutenus par la politique agricole. Peut-être que c'est en rentrant justement par ce côté citoyen, en ouvrant d'autres portes d'entrée. Voilà, bon, on fait qu'ouvrir un débat. En 1 minute, si j'y arrive. Je pense qu'on a 2 problèmes de rapport de force. On a un problème de rapport de force à l'intérieur du monde agricole, et on voit bien en Europe et en France en particulier de quoi je parle, avec un syndicat majoritaire qui verrouille quand même beaucoup de possibilités d'évolution. Et on a un deuxième problème, c'est le rapport de force entre le monde agricole et le reste de la société.
Alors, la Via Campesina, elle a essayé de modifier le rapport de force à l'intérieur du monde agricole pour faire valoir d'autres aspirations paysannes que celles qui étaient défendues au Brésil par les grandes exploitations tournées vers l'exportation. Au Congo, elle a du mal à s'exporter parce que c'est compliqué quand c'est un pays très grand avec des gens très dispersés qui n'ont pas d'occasion de se rencontrer. Mais dans les pays plus densément peuplés, on a vu l'émergence des organisations paysannes depuis 20 ans, en Afrique de l'Ouest et en partie en Afrique australe, qui sont aujourd'hui capables de devenir des vrais interlocuteurs des ministères pour négocier les politiques agricoles. Donc moi, là-dessus, je suis plutôt optimiste de voir en fait la montée en compétences politiques des organisations paysannes et des organisations de producteurs qui sont aujourd'hui capables de comprendre qu'est-ce qu'on peut négocier à Bruxelles, qu'est-ce qu'on peut négocier à l'OMC, comment on peut négocier avec un ministre de l'Agriculture de son pays ou une commission africaine. Bon. Maintenant, la question, c'est, je me demande si on n'est pas dans un piège où l'agriculture s'est construite comme une forteresse parce que c'est quelque chose de différent du reste. Ça dépend d'un ministère de l'Agriculture, c'est de la formation purement agricole. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a une forteresse agricole qui fait qu'aujourd'hui, on a par exemple un Green Deal, un pacte vert européen qui se propose dans sa composante alimentaire et agricole, alimentaire d'abord et agricole ensuite, c'est très important, d'essayer de verdir, d'essayer d'être plus équitable dans le système alimentaire. L'objectif, c'était de ramener les jeunes dans l'Europe, de Ursula von der Leyen. C'est pas une gauchiste écolo. Ursula von der Leyen, son projet, c'était de ramener les jeunes dans la commission, dans l'Europe. Elle essaie de mettre en place Farm to Fork, de la fourche à la fourchette, la politique alimentaire. Qui est son principal supporter? Et qui est son principal ennemi sur ce combat? Le principal ennemi, c'est la DG Agri. Le principal supporter, c'est la DG Santé. C'est intéressant parce que ça veut dire que si on veut faire bouger le système pour aller vers quelque chose de durable, tant sur les dégâts environnementaux que sur les dégâts sanitaires que ça provoque, faut peut-être sortir du monde agricole et d'aller faire des alliances avec d'autres secteurs. Le secteur de l'environnement, mais il est faible politiquement, sauf dans certains pays, et puis le secteur de la santé. Et moi, je me dis, là, il y a une source intéressante. Et puis, dernier allié, la European Food Policy Coalition, qui est une coalition européenne de la société civile qui propose, depuis quelques années, on a monté ça avec IPES Food, la création d'une DG alimentation à la Commission. Et de dire, on réinterroge la question agricole en rentrant par l'alimentation. On a eu beaucoup de débats au début de se dire, est-ce qu'on essaie de faire une réforme de la PAC pour qu'elle prenne en compte l'alimentation? Il y avait des gens qui étaient plutôt favorables à ça, et notamment les Français. Et nous, on était plutôt assez opposés à IPES en disant, en fait, le rapport de force, on n'y arrivera pas. Donc il faut le créer à côté. On a interrogé toutes les DG de la Commission. Toutes ont répondu qu'elles étaient favorables, sauf une. Je vous laisse deviner laquelle. Bien évidemment, c'est la DG Agri. Aujourd'hui, cette coalition des ONG européennes qui essaie de pousser à la création d'une DG Alimentation a un grand appui, la DG Santé à l'intérieur de la Commission, et à l'extérieur, les villes. Parce qu'on rentre par l'alimentation et que c'est des consommateurs. Et qui veulent manger autrement, produire autrement, échanger autrement, et qui deviennent force de proposition avec les réseaux de politiques alimentaires urbaines, avec des propositions qui vont dans le sens de Farm to Fork et qui défendent ce genre de choses. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que le rapport de force, il est en train de bouger. Et en fait, il bouge avec des acteurs auxquels on ne s'attendait pas, les villes et la DG Santé, comme alliés d'une politique alimentaire durable. Donc là, il faut se bagarrer et sortir de notre forteresse, à mon avis. Alors, merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Non, attendez, on va prendre une dernière question de madame et ensuite, ce sera le prix. Allez-y. Ça marche. Je voulais vous poser la question. Ici, on a au Pays Basque un problème de terre, de foncier. Et aujourd'hui, si des jeunes veulent s'installer surtout sur la côte basque, ils n'ont pas la possibilité du fait de la spéculation sur les terrains et de la non-participation aussi de beaucoup de maires qui rendent constructibles des terrains qui étaient des terrains agricoles et qui font même pression sur les parcs. Bon. Et donc la question que je voulais poser, c'est dans une perspective de transformation, est-ce qu'il ne serait pas quand même utile d'obliger les collectivités locales
à geler des terrains, geler définitivement des terrains, pour favoriser un autre type d'agriculture aussi, qui serait un petit peu moins industrielle, et qui permettrait aussi, dans des cas comme à la Covid, on l'a vu à la Covid, d'alimenter au plus près des gens les villes et les municipalités. Voilà. Peut-être rapidement pour la réponse, l'un de vous se lance et puis on passera au prix. Ça marche, hein, oui. Ou à compléter, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a les collectivités locales, elles ont des outils, les plans locaux d'urbanisme, pour dire ces terres elles sont dédiées à l'agriculture, ça ne bougera pas. Elles ont aussi la possibilité de définir des périmètres spécifiques pour protéger les zones agricoles et naturelles. Par contre, là encore une fois, on en revient à qui décide et la gouvernance. Donc de plus en plus, donc c'est le cas dans le milieu rural. Donc la dernière réforme a quand même agrandi les communautés de communes. Donc plein de petites communes se retrouvent en fait régies par un plan local d'urbanisme qui est décidé donc en conseil communautaire avec l'ensemble des communes. Donc les communes ne se retrouvent plus seules à décider en fait de ce que vous souhaitez. Donc ça peut être un avantage, mais ça va être dans beaucoup de cas un inconvénient. Là, je prends l'exemple typique sur ma commune. Là, c'était sur voilà, ils ont une petite commune de 160 habitants, qui est une des plus petites communes avec plein de terres agricoles. Donc, c'était les seuls à avoir voté contre l'implantation, le changement de destination des terres. Eux, ils étaient contre. Mais tous les autres étaient pour. Bon, mais du coup, terminé. On aura des panneaux photovoltaïques sur 700 hectares sur cette commune. Donc là, on revient à la question de la gouvernance. Et donc voilà, il y a des outils, mais la question centrale, c'est qui décide. Donc voilà, c'était un petit point de... Mais quand même, la tendance, c'est la fin de l'étalement urbain et c'est la densification. Ça, c'est le mot d'ordre quand même partout que reçoivent toutes les communes. Alors après, il y a eu encore une inertie incroyable, énorme, mais n'empêche que la tendance, c'est quand même d'arrêter ça. Donc, il faut se bagarrer, mais on a quand même compris, et notamment pour des questions climatiques, qu'il faut faire monter les villes en hauteur et arrêter de les étaler. Donc, oui, il y a encore de l'inertie, mais ça va plutôt dans le bon sens actuellement. Tous les urbanistes, ils sont droit rivés sur on densifie, on densifie, on densifie.